RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Et ça fait les gros titres de l'actualité de ces derniers jours. On s'intéresse ce matin avec votre invité à la situation aux États-Unis. Oui, Armand Hage, qui est professeur de littérature et de civilisation américaine. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour essayer de comprendre le fonctionnement de la justice américaine, de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis après la mort de George Floyd, qui a enflammé les esprits et suscité de nombreuses manifestations. Sachant, Armand Hage, qu'on est à quelques mois de l'élection présidentielle, est-ce qu'aujourd'hui, cet événement, parce qu'il y en a régulièrement des événements de ce type aux États-Unis, va devenir un objet de la campagne présidentielle, selon vous ? En tout cas, les démocrates vont s'en servir, dans la mesure où Joe Biden a parlé hier, pour prendre le contre-pied de ce que décide Trump. Et ceci, bien sûr, relève du jeu politique. Il est normal qu'il prenne le contre-pied de celui contre qui il va se présenter, certainement, au mois de novembre. Mais on ne sait pas combien de temps va durer cette situation. Depuis très très longtemps, chaque fois qu'il y a des émeutes sur le plan racial, elles prennent un tour parfois très important, comme celui-ci on n'a jamais vu dans l'ensemble du pays. Mais au bout de quelques semaines, on les oublie. Comme on oublie tout ce qui peut se passer, et peut-être qu'au moment de l'élection, on se concentrera sur ce qui se passera à ce moment-là. En attendant, on ne parle que de ça aux États-Unis. Ça envahit les chaînes, les écrans et la presse en général. Oui, bien sûr, puisque la situation se complique avec le conflit entre un président et son ministre de la Justice, de la Défense, pardon, et entre les différents ennemis ou adversaires politiques. Et en plus, les chaînes montrent sans cesse les effets de ce qui s'est passé à Minneapolis. Et beaucoup de gens, on peut dire tous les Américains, ont vu ce qui s'est passé. Et il se trouve que ce policier qui a commis ce qu'on appelle meurtre officiellement en ce moment, n'en est pas à son premier coup. Alors peut-être que vous vous rappelez Amy Klobuchar, qui était l'une des candidates démocrates, qui a été éliminée. Mais cette dame était procureur en 2006, quand la même personne, le même policier, qui s'appelle Derek Chauvin, il a un nom bien français, il avait fait exactement à peu près la même chose, mais ça n'a pas eu beaucoup de retentissement. Et elle, à l'époque, elle était censée s'en occuper en tant que procureure. Il se trouve qu'à ce moment-là, elle a été élue au Sénat, donc elle a échappé à des reproches qu'on pourrait lui faire en ce moment. Alors on va voir ce que peut faire la justice américaine dans ce dossier, mais avant cela, quelle est aussi la marge de manœuvre de Donald Trump sur le plan institutionnel ? Il menace aujourd'hui de déployer la troupe pour calmer les émeutiers. Son ministre de la Défense, vous l'avez dit, est opposé à cette décision. Est-ce qu'il a le droit aujourd'hui de déployer l'armée dans les rues américaines pour mettre fin à ces émeutes ? Parce que c'est bien les émeutes qu'il vise et pas les manifestations. Oui, alors les choses sont un peu complexes parce qu'un président doit faire des choses qui relèvent de la loi. Et il ne peut pas commettre des actes contre la loi. On a vu qu'on l'a accusé et on a voulu le destituer. Alors, quelle est la situation exacte ? Les États-Unis sont un pays fédéral et les compétences sont partagées, ce qui crée des complications. Ceci étant dit, on a dit que certaines compétences sont exclusivement fédérales, notamment la défense et la naturalisation ou quelques petites questions. Le reste... Ce qu'on pourrait comparer à nos pouvoirs régaliens, d'une certaine façon. Exactement, c'est les pouvoirs régaliens. La différence étant que la justice étant un pouvoir régalien, elle est partagée entre tous les États et l'État fédéral. La seule chose qui unisse le droit américain est la Cour suprême. Parce que sinon, on ne sait pas quelle chose est valable dans tel État, est-ce qu'elle est valable dans l'autre. Est-ce que Trump peut envoyer la troupe dans les différents États ? Il faut revenir à ce qu'est la loi dans ce domaine. Et souvent, il faut revenir assez loin. Il existe une loi, un texte de 1807, c'est-à-dire les débuts des États-Unis, qui s'appelle la loi anti-insurrection, qui a été une modification, un amendement d'une autre loi qui était plus ancienne, et qui dit que le président peut envoyer la troupe dans les États à 3 conditions, si le gouverneur le demande, ce qui est tout à fait logique, et aussi si, par exemple, il estime que c'est nécessaire. Et c'est là que se trouve le problème. Parce que là, il y a interprétation, évidemment. Voilà. Alors, il dit que ce sont des émeutes, c'est une insurrection, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer.
Les gouverneurs, pour la plupart, disent bien sûr que non. Mais dans la lutte entre gouverneur et président, l'histoire a montré que c'est toujours le fédéral qui l'emporte. Sauf exception. On ne sait pas comment les choses vont se produire maintenant parce que Trump a beaucoup d'ennemis. Alors, une autre loi en 1887, après les abus des Blancs dans le Sud, les Blancs du Sud qui ne voulaient pas que les Noirs votent, par exemple, la troupe a été envoyée, mais ils ont fait une loi en 1887 qui porte un nom latin, bien sûr, comme dans la plupart des cas en droit, qui s'appelle posse comitatus. Ça veut dire on peut servir. Ça veut dire que le gouverneur ou même le shérif, tout le monde sait, il est adjoint au shérif, il lui a mis un signe, étoile, etc. Donc ça, c'est possible. Ça veut dire que le gouverneur peut dire « Moi, je vais m'occuper de cette insurrection, mais avec les gens de mon État. Éventuellement d'autres États, s'il le faut, ou n'importe qui d'extérieur, éventuellement le gouvernement fédéral. Mais je peux demander à n'importe qui de me seconder. » Voilà deux lois qui sont à peu près contradictoires et la question juridique ou constitutionnelle va se poser en ces termes-là. Ce sont deux lois que personne ne connaît, pour ainsi dire. Alors, il y a 24 heures ou 36 heures, Donald Trump s'est adressé aux gouverneurs pour leur dire qu'il faut réprimer les manifestations plus durement, il faut punir les émeutiers. Là, il est dans son rôle lorsqu'il s'adresse ainsi aux gouverneurs ? Disons, il est dans un rôle logique dans la mesure où tout le monde veut ce qu'on appelle l'ordre public. Mais ils disent, nous avons des compétences et vous en avez d'autres et vous nous laissez faire notre travail. C'est la même chose en matière de santé. Ils ont des compétences, le gouvernement fédéral en a. Où se trouve le point de rencontre ? C'est difficile dans un système fédéral. Est-ce qu'il y a des réflexions autour de ce système fédéral régulièrement ? Parce qu'on voit toute la complexité. C'est vrai, vous l'avez expliqué pour le rapport entre le président et les gouverneurs. C'est vrai au niveau de la santé, c'est vrai au niveau de la justice, on va en parler. Est-ce qu'il y a des réflexions pour un système qui est très complexe ? C'est vrai parfois au niveau électoral aussi, pour améliorer ce système, ou est-ce que ce qui est gravé dans le marbre de la Constitution américaine l'est pour toujours ? Ce qui est gravé dans le marbre, en dehors des compétences régaliennes, est toujours fluide et peut toujours varier. Tout dépend des liens entre l'État fédéral et les États, et tout dépend de la personnalité du président. Historiquement, c'est toujours le fédéral qui a gagné, parce que c'est le fédéral qui a l'argent. Par exemple, il y a un ministère de l'Éducation dans chaque État. On n'imagine pas aux États-Unis un ministère de l'Éducation national qui dise voilà les programmes qu'il faut que tout petit Français suive. Donc chaque État fait ce qu'il veut, mais dans la plupart des cas, il se copie, il se partage les idées. Mais il y a également un département de l'éducation fédérale qui est assez récent, été créé dans les années 1970, qui n'a pas exactement les mêmes compétences, mais qui a de l'argent. Alors, si un État ne suit pas ce que veut l'État fédéral, on lui coupe les vivres. On dit par exemple, voilà, on vous donne de l'argent pour faire tel ou tel programme, et si vous ne voulez pas, on vous coupe ces crédits et peut-être d'autres pour se venger. Donc les relations sont très très complexes et elles dépendent des personnes parfois. Alors c'est le même cas au niveau judiciaire, parce que la question qui se pose, pour revenir au cas qui nous intéresse, c'est ce policier Derek Chauvin. On voit que son inculpation, enfin le chef d'inculpation a légèrement changé. Il sera jugé par la justice de son État. Est-ce que si ces faits s'étaient passés dans un autre État, la justice réagirait différemment ? Là également, il y a des lois fédérales et des lois de chaque État. Concernant les lois, celles qu'on peut appeler les lois raciales ou antiracistes, chaque État a le droit qu'il veut. Chaque État qualifie les actes comme il veut, tant que c'est considéré comme constitutionnel. Certains États n'ont pas de crimes antiracistes ou racistes. Alors si quelqu'un, mettons, si un blanc tue un blanc dans un État quelconque, il va être jugé pour crime. Mais si un blanc tue un noir ou inversement, là, si l'État n'a pas ce genre de loi, l'État fédéral va dire, mais c'est quelqu'un qui tue quelqu'un d'une autre race, donc ça devient un crime fédéral. Un crime fédéral. Et à ce moment-là, il intervient également. Il n'enlève pas l'affaire à l'État, mais il intervient en outre ce que fait l'État lui-même. Alors, dans quel cas est-on là, puisqu'on est dans l'État du Wisconsin, les faits se sont passés à Minneapolis ? Oui, alors le Wisconsin, apparemment, n'a pas de loi
contre les crimes dits racistes. Et on peut être sûr que Trump ne va pas dire c'est un crime raciste. Donc on va en rester à l'État du Wisconsin qui a fait une qualification assez légère en quelque sorte. Ce n'est pas un crime, c'est-à-dire ce n'est pas un assassinat, ce n'est même pas un meurtre. C'est plus ou moins homicide, peut-être volontaire ou involontaire, avec des coups et blessures ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. C'est un peu ce qui ressort jusqu'à présent, mais les choses peuvent changer. Alors avec ce que vous dites, ça veut dire que nécessairement les démocrates vont s'emparer de cette affaire pour la monter en épingle dans le cadre de la campagne présidentielle? Oui, disons, c'est une tactique tout à fait normale. Ils ne peuvent pas se priver de ces arguments. Et comme je disais tout à l'heure, Klobuchar, qui est plus ou moins pressenti par Biden pour devenir candidate à la vice-présidence, elle se demande comment les choses vont être traitées. Voilà. Aujourd'hui, c'est Joe Biden qui fait la course en tête dans la présidentielle, dans l'opinion publique américaine? Oui, tout n'est pas fini. Certains États, si on parle du système électoral, certains États essaient de faire en sorte que les gens, les électeurs, quand ils votent dans chaque État, jusqu'à présent, ils votaient pour les grands électeurs. Et dans la plupart des cas, tous les grands électeurs allaient au candidat qui a gagné le suffrage populaire. Le problème est que ça complique les choses. Et certains États disent maintenant, on choisit le candidat et pas les grands électeurs. Donc ça simplifie un peu, mais le système est le même. Si on donne toutes les voix à celui qui gagne, c'est exactement comme les élections législatives françaises. Celui qui gagne dans une circonscription gagne toute la circonscription, ce qui peut donner une assemblée minoritaire, en quelque sorte, dans le suffrage universel. Alors, Armand Hage, cette affaire qu'on va qualifier l'affaire George Floyd, est-ce qu'elle va se poursuivre sur plusieurs mois? Est-ce que ça va devenir un enjeu de campagne? Il y en a d'autres, évidemment. On sait que la situation économique est compliquée aux États-Unis avec la crise du Covid-19 et un taux de chômage qui a explosé complètement. Est-ce qu'il y a des risques que cette affaire se poursuive jusqu'aux élections ou est-ce qu'elle va disparaître au profit de questions économiques plus importantes dans l'esprit des Américains? C'est difficile de prévoir. Ce qu'on peut dire, c'est que les démocrates vont essayer de faire traîner cette affaire jusqu'au bout. Pour eux, c'est un argument de campagne qui peut porter dans l'opinion américaine. C'est vraiment une aubaine pour eux. Merci beaucoup, Armand Hage, d'avoir été avec nous. Merci à vous.